bonne gouvernance, les droits humains, la promotion de ceci, cela. Je pense qu'elle est en train de naviguer à compte courant. Bref, je reviens à notre affaire d'imputabilité. Je dis qu'il y a un travail à faire. Et il ne faut pas que vous pensez que les gens ont les mêmes responsabilités. Les paysans là, ils ont pu ce qu'ils vont faire. Ils paient l'impôt, ils assurent la sécurité de leur village, malgré que certains n'ont pas d'eau potable. Quand on lui dit, leurs enfants ne vont pas à l'école. Quand on lui dit de s'arrêter au feu rouge, ils s'arrêtent. Ils sont calmes, ils ne prennent pas des armes, ils ne prennent pas des flèches pour aller incendier une mairie ou autre. Mais malgré tout, ils sont sereins. Ils sont sereins. Mais ceux-là qui sont en train de poser certains actes à un certain niveau, n'est-ce pas, qui au lieu de travailler pour le bien de cette communauté-là, passent tout leur temps à chercher des bons de commande, à chercher à accumuler des richesses, etc. Ceux-là, n'est-ce pas, on ne peut pas développer un pays avec de tels comportements. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est le problème de tous les Nigériens. 90% des gens ont joué leur rôle, ont fait ce qu'ils peuvent faire, dans la misère. 90% des Nigériens ont joué leur rôle. Oui, puisque la majorité des Nigériens, on sait que mais ce n'est plus un secret. Les richesses du pays ne profitent pas. Ils payent l'impôt. Le feu rouge les arrête. Ils s'immobilisent sans qu'on les force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la majorité... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous explique. La majorité des Nigériens payent l'impôt. Peut-être là où on ne paye pas l'impôt, c'est au niveau des villes. Mais tout le Malheureusement, paye l'ITS. c'est au niveau des villes que les gens ne payent pas l'impôt. Au niveau des villages, là, la population, avec quelques votes de 1000, ils arrivent quand même à s'acquitter de leurs devoirs. C'est peut-être au niveau des villes, bon, les gens peuvent filer entre les mailles du filet. Mais, comme je l'ai dit, c'est une minorité en réalité qui crée les situations de la majorité. C'est pourquoi j'ai commencé par vous donner la question de l'école. Je crois que tous les citoyens, je dis, doivent s'impliquer dans la question de l'éducation des enfants du Niger. Vous avez fait... À commencer par l'enseignant. À commencer par l'enseignant. Et l'enseignant, s'il y a quelqu'un qui s'acquitte de ses devoirs, c'est surtout l'enseignant. C'est surtout l'enseignant. Je ne vais incriminer personne, il faut faire peut-être un tour au niveau des services. Vous allez constater, réellement, il y a deux catégories de travailleurs qui travaillent normalement dans ce pays. Les enseignants et les agents de santé. Et le reste? Le reste, en réalité, comme ce sont des papiers qui circulent, peut-être qu'ils n'ont pas de problème de conscience et qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de bloquer des activités. L'enseignant ne peut pas passer toute la journée sans aller à l'école ou passer une semaine sans aller. L'enseignant va toujours à l'heure parce qu'il sait que son absence va bloquer des centaines d'élèves. C'est la même chose pour l'agent de santé. Mais ceux qui sont dans les administrations, il faut vous amuser à voir. Le lundi, il faut faire un reportage pour comprendre si les gens sont en train de travailler ou pas. C'est à travers la circulation que vous pouvez le constater. Normalement, si l'administration commence à partir de 8 heures, la circulation doit être fluide à partir de 10 heures. Mais vous constatez, entre 10 heures et 11 heures, la circulation n'est pas fluide. Ça veut dire que la majorité de ces agents ne sont pas dans leur bureau. Ils sont en train de fiaquer à d'autres occupations. Ça, c'est une parenthèse. Lesquels, par exemple? J'ai dit les autres, ceux qui sont réellement dans des administrations, les bureaucrates. Maintenant, ça, c'est une parenthèse que je peux ouvrir. Pourquoi j'ai pris la question de l'école? J'ai dit que ça doit concerner tout le monde. Moi, c'est surtout ce qui me tient à cœur. Il y a eu une situation dramatique cette année. Quand nous essayons de voir les résultats aux différents examens, au BPC, au bac, ou surtout au bac, où on a 28,14%.
moins de 30%. Ça veut dire quoi? Sur 3 candidats, plus de 2 ont échoué. Plus de 2 ont échoué. Mais on dit 28%, et ce qui m'a énervé, en proclamant le résultat, ils ont dit que ce sont des résultats satisfaisants. 28%. On ne prend pas le taux d'échec. On prend le taux de réussite, qui est moins de 30%, moins d'un tiers. Pour dire que ce sont des résultats satisfaisants, ça reflète le niveau des élèves. Alors là, ça pose un problème. Bientôt, c'est la rentrée. Pour ce qui concerne le lycée, le 15 septembre. Pour ce qui concerne les primaires et les collèges, le 3 octobre. Est-ce que les ministères en charge de l'éducation, est-ce que les autorités ont pris la mesure du problème pour prendre des dispositions pour que ce genre de drame ne se reproduise plus? La dernière fois, on a montré un ministre à la télé réceptionnant un lot de matériel, on parle de 4 milliards. Je vous dis, quand vous parlez de lot de matériel, on dit on a acheté des cahiers, on a acheté des livres, on a construit des classes. Il fallait aussi vous poser la question, pourquoi les élèves passent tout leur temps en train d'aller en grève? Pourquoi les enseignants passent tout le temps en train de briller? Pourquoi ils le font rapidement? Pourquoi ils le font? Par exemple, là, je vous donne un exemple. Normalement, la rentrée universitaire, c'est le 1er. Et vous le savez bien qu'il n'y a pas eu une rentrée universitaire. Pourquoi? Parce que les conditions matérielles n'étaient pas réunies pour que ces élèves reprennent. Arrêt de bourse, problème d'infrastructure. Le même problème va se poser pour ce concernant les lycées et les collèges. Il y aura des problèmes d'infrastructure. Il y aura des problèmes non seulement au niveau des élèves, et surtout au niveau des enseignants. Ce gouvernement a tellement signé de protocoles d'accord avec les différents syndicats des enseignants. Jusqu'à présent, les dispositions de ces protocoles-là ne sont pas respectées. D'ailleurs, au lieu de résoudre les problèmes, je vous donne une information. Ne serait-ce que ces mois-là, le gouvernement a posé un acte qui risque de créer d'autres problèmes au niveau du déroulement de l'année académique 2016-2017. Les enseignants qui demandent des arriérés de pécule. Parce que vous savez que les contractants ont passé. Regarde quelqu'un qui a passé 3-4 mois sans pécule. Ça, c'est une réalité que nos enseignants sont en train de vivre. Au-delà des contractuels, on demande le paiement des rappels et incidences financières. Le gouvernement a pris des engagements dont les chances à dépasser, ça fait plus d'1 an d'ailleurs. Le gouvernement n'a pas réglé. Au lieu de régler ce que les enseignants ont demandé, ce que le gouvernement a trouvé pour régler, peut-être pour régler la crise de trésorerie, c'est de couper les indemnités des enseignants. Indemnité de zone désertique, indemnité de service intérieur, indemnité de responsabilité, de direction, suppléments familiaux pour les femmes enseignantes. Tout ça là, on a élagué. Les gens qui demandent l'amélioration de leurs conditions de travail, au lieu de l'améliorer, on crée les conditions de la dégradation de leurs conditions de travail. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Alors que si, normalement, si le employeur a des problèmes, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Dans tous les cas, ce ne sont pas les 20 000, les 30 000 ou les 40 000 d'indemnités des enseignants qui vont régler le problème de trésorerie. Tout le monde sait comment faire pour résoudre ce problème. On doit réduire le train de vie de l'État.
La Constitution l'a bien dit. La Constitution a été très claire par rapport à ces choses. Cela fait partie. Oui. Normalement, le train de vie de l'État doit être conforme au niveau de développement économique. On a un problème économique. On sait que pour le plan économique, le Niger a régressé par rapport à l'année passée, à l'état actuel. Bon nom de Dieu, mais pourquoi le gouvernement ne prend pas ses responsabilités pour diminuer le train de vie en commençant par diminuer les indemnités des membres du gouvernement? Et j'ai dit d'aller au niveau de l'ensemble des institutions. Aujourd'hui, au niveau des enseignants, on peut ne pas leur donner leur rappel. Ils ont des arriérés. Les contracteurs ont des arriérés. Les agents de la mairie ont des arriérés. Est-ce que le Parlement, au niveau du Parlement, vous avez entendu des arriérés? Est-ce que les membres du gouvernement ont des arriérés? Pourtant, ce sont les plus payés. Pour vous, à ce niveau, la notion de redevabilité n'est pas respectée. Ce n'est pas respecté. Si vous avez, il y a des problèmes. Par exemple, je prends, comme j'ai pris la question de la mairie, là vous allez comprendre qu'il y a même de l'injustice. Parce qu'on peut dire, ok, les autres fonctionnaires sont payés. Mais la mairie n'est pas payée parce que les gens de la mairie sont des correspondants du Trésor. Il y a combien de fonctionnaires qui sont correspondants du Trésor qui n'ont pas d'arrêt? L'ORTN n'a pas d'arrêt. Les agents de l'Assemblée n'ont pas d'arrêt. Pourquoi c'est la mairie seulement qui a des arrêts? Ça veut dire que là, il y a un problème quelque part. Et on a même appris, pour vous comprendre que dans ce pays-là, il y a des gens qui ne veulent pas à ce que les choses fonctionnent bien. On sait que les entrées de fonds de la mairie peuvent leur permettre d'avoir un minimum de 20 milliards l'année. Mais comme ça rentre directement au niveau du Trésor, c'est le Trésor qui doit verser. Mais je ne sais pas s'il y a un problème de personne entre des membres du gouvernement et les responsables de la ville de Niamey. Mais je ne vois pas pourquoi on doit pénaliser les agents de la mairie à cause des problèmes politiques ou des problèmes purement personnels. Pour vous montrer, quand on parle en termes de durabilité, ces gens ont travaillé. Il faut les payer. Il faut les payer. Et quand vous faites l'analyse, parce que vous faites les couvertures des événements au niveau de Niamey, là vous allez comprendre qu'il y a même au niveau de la gestion, pour comprendre que les gens, à la limite, ça devient de la kleptocratie. On dit Niamey Niala. C'est un exemple que je vous donne. Donc normalement, c'est la communauté urbaine qui doit s'occuper de ça, n'est-ce pas? C'est un exemple que je vous donne, vous allez comprendre rapidement. On fait haut commissariat Niamey Niala, qui doit s'occuper de la même chose de la ville de Niamey. On crée même ministère de la ville. Finalement, vous allez voir, il y aura tellement de conflits de compétences parce qu'il y a eu des partages au point où, en réalité, au lieu que les activités avancent, les activités vont même se bloquer. Voilà pourquoi je dis, quand on veut parler de redevabilité, comme l'a dit le grand frère, il faudrait d'abord commencer par restaurer la justice sociale. Le peuple ne peut jamais comprendre quand une minorité est en train de dilapider les ressources du pays, alors c'est ce qui crée les sentiments de frustration. Voilà pourquoi certains vont même se dire, mais est-ce qu'ils sont même des citoyens? Il faut se poser cette question. Et quand la population, le peuple commence par se poser cette question, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et à partir de cet instant, là, ça veut dire que la notion de développement harmonieux et durable là peut être remise en cause. Il n'y a pas de développement sans respect de la redevabilité? Effectivement, s'il n'y a pas de développement, on ne peut pas parler quand même de la bonne gouvernance, même interne. Et je vous dis que, comme l'a dit le petit frère, il y a des institutions qui doivent disparaître pour payer les contractuels. La Halcia, le haut commissariat à quoi là, des villes, quoi là, Niamey, la autre. Il y a des institutions là qui doivent disparaître pour qu'on économise de l'argent et payer les pauvres contractuels. La développée, effectivement, par rapport à la développée. La Halcia a quand même permis de revenir sur certains concours après dénonciation. La Halcia est partie aller dans la périphérie. Elle n'est pas venue dans le centre. Niamey Niala a permis quand même d'avoir deux échangeurs. J'ai suivi tous les médias, peut-être qu'à un moment donné, ça a fait des tapages médiatiques
pour qu'elles soient gardées à la fin, mais elles sont parties dans la périphérie. La périphérie, c'est quoi? C'est les pauvres contractuels, c'est aller se pointer à une classe d'examen, de ceci, de cela. Mais les grands problèmes sont là. Il y a des choses là où on attend l'ALCEA. Mais je pense que, j'ai dit que le président de la République peut faire économie de l'ALCEA, actionner les inspections d'État, actionner les inspecteurs de services, les inspections générales de services. Je pense que tous ces services, de tout temps, ont fait du travail pourvu qu'on les actionne. Et il y a la justice à la fin de la chaîne qui va faire son boulot. Ça suffit. Maintenant, par rapport à la républicité, tous les problèmes que le petit frère a évoqués, je n'entends pas du tout les députés. Les 171 députés là, je ne les entends pas, pourtant on les entend de ce côté pour dire qu'il y a tel problème, voilà comment vous, gouvernants, on souhaite que vous réglez ce problème-là. Est-ce qu'une fois vous avez entendu un député, les parlementaires, parler de ces problèmes de contractuels, parler de ces problèmes d'arrêt, parler de ceci, cela, parler de ceci, cela, depuis un certain temps? Pourtant, au nom de la républicité, ces députés qui sont là au nom du peuple, qui doivent agir au nom du peuple, qui doivent veiller aux intérêts des uns et des autres, on doit les attendre. On doit les entendre, c'est leur rôle. Ce n'est pas seulement de rester à Niamey, et simplement, voilà, attendre la fin du mois, prendre leur pécule, etc. Je pense qu'ils peuvent même faire des propositions, renoncer à une partie de la salaire, c'est leur devoir, ils peuvent, au nom de la développement, au nom, en tout cas, de l'intérêt qu'ils ont pour les bien-être de la communauté, ils peuvent, de leur propre vouloir, renoncer à certains avantages et demander au gouvernement de le faire, demander à d'autres catégories de citoyens. Je pense que c'est aussi leur devoir en tant que députés nationaux d'y s'y impliquer, parce que le peuple les a élus simplement pour qu'ils veillent sur leurs intérêts, pour qu'ils veillent sur le bien-être social de la communauté. Voilà. En 2021, il y aura celui qui devrait défendre un bilan, c'est le président de la République. Alors, face à cette exigence de redevabilité, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment c'est le président de la République qui a prêté serment et que c'est au président de la République que le peuple a donné son suffrage? Je crois que la première des choses que le président doit faire, c'est d'abord faire tout pour que le volet assainissement des finances publiques là soit une réalité. Il doit avoir d'abord, s'il aura un gouvernement, parce que je suis sûr qu'avec l'arrivée du MNSD, il y aura certainement remaniement. Il doit tenir compte d'abord des cris de cœur de la population. D'abord pour ce qui concerne la taille du gouvernement. En dehors de la taille du gouvernement, il doit également tenir compte d'un fait majeur. Dans le gouvernement actuel, tout le monde sait qu'il y a des ministres qui sont en liberté provisoire. Et des ministres qu'on a arrêtés, qui ont des dossiers. Qu'on a arrêtés un moment pour avoir dilapidé les finances publiques. Donc des ministres voleurs. Et la population ne peut jamais comprendre. Quand on taxe quelqu'un de voleur hier, on l'a arrêté. Il a liberté provisoire. Il n'a même pas encore eu de procès. On le ramène dans le gouvernement pour dire que c'est ce même individu qui doit consacrer l'assainissement des finances publiques. Il a une contradiction. Donc, il doit écarter tous ces ministres kleptocrates. Deuxièmement, il doit faire en sorte que l'impunité soit cette fois-ci une réalité au Niger. Parce que tous les problèmes de ce pays, ce n'est pas seulement avec ce régime, tous les problèmes de ce pays en réalité, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Si on termine avec l'impunité, alors pour finir,
il faut commencer d'abord par prendre tous ceux qui ont des dossiers, laisser la justice faire librement son travail. Celui qui est jugé coupable, qu'il soit condamné avec toute la rigueur de la loi. D'ailleurs, pour un certain montant, le monsieur incriminé ou concerné ne doit même pas bénéficier de circonstances atténuantes. Dès qu'on commence par taper fort, les gens auront peur, en réalité, des biens publics. Merci bien. Et vous allez comprendre, je termine. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y a manque de confiance entre les gouverneurs et les gouvernés. C'est une réalité aussi, je vous dis. Ce n'est pas facile pour un fonctionnaire nigérien de devenir milliardaire. Et on sait qu'actuellement, les fonctionnaires sont des milliardaires. On a fait les calculs. Pour être milliardaire, il faut économiser 500 000 francs par mois pendant près de 136 ans. Pour avoir un milliard à sa disposition, il faut économiser 500 000 francs par mois pendant 136 ans. Et quelqu'un qui n'a même pas 500 000 de salaire, qui devient milliardaire, ça veut dire qu'il a volé. Quand ce genre de pratique ne cesse pas, alors il n'aura jamais confiance entre le peuple, entre les gouvernants et les gouvernés. Bref, vous avez été tout aussi curieux au Mozadem, au point de comprendre qu'il faut mobiliser 500 000 francs pendant 136 ans, c'est cela, pour être milliardaire au monde. Qu'est-ce qui reste au président de la République dans cette affaire? Ce qui reste au président, de mon point de vue, c'est probablement de changer de cap pour qu'il veille personnellement. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il doit sévir dans son camp? Oui, je pense qu'il doit sévir. Je l'ai dit, je pense qu'il doit sévir. Je pense aussi qu'il doit encourager les mérites. Les agents, les Nigériens méritants doivent être encouragés, doivent être honorés. Au même moment où sanctionner les indélicats. Dieu seul sait qu'il y en a, ils doivent être sanctionnés. Parce que le manque de sanctions des indélicats, n'est-ce pas, encourage les autres citoyens de bonne foi ou corrects à les suivre, quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas une très bonne chose. L'autre aussi, c'est de créer les conditions pour protéger les ressources publiques. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde nigérien où personne n'a peur du haram, quoi. Personne n'a peur du haram. Tout le monde, de détourner. Oui, tout le monde vient juste dans les alentours du pouvoir, juste pour chipper quelque chose, entre guillemets. Et l'autre aspect, c'est de sévir et aussi renforcer les inspections d'État, des finances d'État d'abord, les inspections des services, les inspections, il faut les renforcer. Et la Halcia? Non, la Halcia, c'est un non-événement. L'autre aspect, c'est de renforcer la justice, lui donner ce mots nécessaires. Donc, quand vous avez les inspections d'État qui ont tous les moyens nécessaires et la liberté d'action, vous avez la justice qui a ses moyens d'action, je pense que le problème de sanctionner ou d'interpeller les syndicats ne se posera pas. Donc, ce n'est pas avec la Halcia que les choses vont se régler. Mais est-ce que les choses seront faciles pour le président de la République avec tous ces beaux mondes aujourd'hui qui est avec lui? Non, je suis sûr que... Les 53 partis qui l'ont suivi, le MNSD qui est arrivé... Ce n'est pas une question de parti. Ce qui est difficile, effectivement, c'est que malheureusement, quand vous le constatez, tout celui qui a un dossier vient autour du pouvoir. Tout celui qui a un dossier. Tout celui qui a un dossier, il est là autour de la... Aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau, peut-être que vous ne le percevez pas. C'est l'accaparement des terres. Allez dans les zones pastorales, vous allez voir quelques individus prendre des hectares, de clôturer des kilomètres et des kilomètres, à eux seuls, excluant toutes les autres communautés. Et ce sont des ressources partagées. Ça, c'est un phénomène nouveau. Les gens aujourd'hui ont dépassé les milliards. Ils sont en train de vouloir, en tout cas, coloniser les espaces cultivables, les espaces pastoraux. Oui, oui.
Ils ont dépassé les milliards. Et dites-vous, si on ne fait pas attention, d'ici quelques années, vous allez avoir des agriculteurs sans terre, vous allez avoir des enfants d'éleveurs sans espace pastoral, parce que, justement, il y a une catégorie de citoyens qui a eu de l'argent de ces doux, des milliards et des milliards de ces doux, qui sont en train de clôturer des espaces. Ça, c'est un danger véritable pour le Niger. Et comme j'ai pris votre micro, pour saluer la CNDH qui était récemment dans la zone d'Abalak de Tawa, où le phénomène était criard, et je pense qu'elle est en train de faire un travail d'investigation. C'est un problème très sérieux, les gens ne s'en perçoivent pas. C'est pour vous dire que si on ne fait pas attention, ce pays-là sera entre les mains de 12 ou 5 personnes ou 10 personnes très riches, et qui va en tout cas dicter la conduite à tenir à un président de la République élu. Mais c'est ça mon problème et mon inquiétude qu'un jour, que 10 personnes, parce qu'elles ont acquis de l'argent, je sais d'où, vont dicter la conduite à tirer à des dirigeants élus dans ce pays. Pour faire l'assainissement, juste en une minute, on va prendre 2 minutes la régie pour terminer cette émission. Pour assainir, pour balayer la cour, il serait certainement très difficile pour le premier magistrat sans que les défenseurs des droits humains, de la promotion de la démocratie, ne l'appuient dans ce sens. C'est comme une cour avec votre enfant, quelle qu'en soit la faute, la punition vient à nous. C'est vraiment de l'appuyer, mais le président de la République, je pense qu'il a présenté un programme. Il a sillonné tous les villages du Niger. Il a quand même pris des engagements par rapport à la bonne gouvernance, à la justice sociale, à la lutte contre l'impunité, au bien-être social. Je pense que c'est des engagements qu'il a pris volontairement à travers son programme, et je pense que ce que nous faisons, c'est juste pour faire des rappels, l'encourager à remplir ces engagements qu'il a pris souverainement en toute liberté devant ces populations-là. C'est vrai que s'il doit assainir, il doit taper d'abord autour de lui, à l'interne, avant de partir à l'externe. Parce que si le président de la République tape à l'interne, ceux qui sont dehors, là, ils vont vite se corriger. Mais quand on tape à l'extérieur et ceux qui sont autour ne sont pas clean, ça cause problème. Merci bien. Oui. Il serait très difficile, je dis, pour le président de la République de faire l'assainissement si ne commence pas avec ses propres alliés. Et vous le dire, à l'état actuel des choses, on parle en termes de 50 et quelques partis politiques, le président doit être clair avec eux. Il est en train d'exercer son dernier mandat. S'il ne veut pas rater le rendez-vous de l'histoire, il ne doit pas se laisser prendre en otage par des individus qui ne voient que leur intérêt, à savoir leur propre intérêt au détriment de l'intérêt général. Ça veut dire quoi? Il doit les réunir et leur tenir un langage clair. Il ne veut travailler qu'avec celui qui est là pour le bonheur du peuple nigérien. Et qui est clean. Qui est clean. Ça, je l'ai déjà dit, celui qui n'est pas impliqué dans des sales dossiers. Le grand l'a dit. Il y a beaucoup qui se sont ralliés juste au second tour. Non pas parce qu'ils aiment le président ou parce qu'ils aiment son programme, mais c'est parce qu'ils ont vu là où le vent est en train de tourner. Alors, pour se protéger, ils se sont rués pour dire qu'ils soutiennent également la candidature. Faudrait dire que vous, acteurs de la société civile, vous facilitez la tâche au président. Au niveau de la société civile, là, on est en train de le faire. À travers les débats, à travers les déclarations, à travers les interviews, on attire toujours son attention. Au point où nous sommes même devenus comme si des ennemis à abattre pour certains. Merci bien, vous ne serez pas abattu. Brahima Daouda, secrétaire général du mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Merci Al-Mansour Mohamed, défenseur des droits humains. Merci à vous qui avez pris la patience de nous suivre dans ce
cette réflexion d'aujourd'hui portant sur la notion de redevabilité. Prochain rendez-vous avec l'émission Débat 4 sur table à la semaine prochaine. Merci. Merci.